世界には鋼鉄だって何だって切っちゃうやつがいるって本当？ああ、本当だよ。先生、切れてねえ。いいかい？世の中にはね、何も切らないことができる剣士がいるんだ。だけど、その剣士は鋼鉄だって何だって切れる。同じ刀でね。何も切らないってのは、呼吸を知れってことなのか。それが鋼鉄をも切る力。聞こえるぞ、あいつの鋼鉄の呼吸。刀に意志が伝わる。一刀流居合、獅子孫孫。礼を言う。Qu'est-ce que réellement un sabreur? Une épée suffit-elle à mériter ce nom? Ou faut-il un chemin, des codes, une main qui sait autant ne pas trancher que trancher? La force fait-elle le guerrier? Ou bien c'est la justesse du geste et l'éthique qui l'accompagnent? Style métissé, duel d'honneur et une volonté qui circule le long de l'acier comme un courant invisible. Le haki est-il la clé ou seulement la serrure? L'armement durcit-il l'âme du sabreur autant que la lame qu'il utilise? L'observation devient-il ce sixième sens qui fait entendre le souffle des choses? Et le haki des rois, rare et brûlant, distingue-t-il l'épéiste ou le dépasse-t-il? Plus loin encore, une énigme palpite. Comment une lame devient-elle noire pour toujours? Les épées ont-elles une personnalité, une volonté qui choisit son porteur? Faut-il seulement de la puissance? Ou une synchronisation entre l'acier et le cœur? Une entente si profonde que l'arme et l'homme ne forment plus qu'une ligne de destin. Manier une épée suffit-il, ou faut-il vivre par l'escrime pour emporter le titre? Si vous voulez les réponses à toutes ces questions, embarquons ensemble, car cette vidéo sera votre guide et votre sanctuaire. Elle tracera la frontière entre tenir une lame et être sabreur, expliquera pourquoi certains titres se gagnent à la pointe d'un duel, et pourquoi d'autres restent hors de portée. Nous suivrons la piste du haki, et sonderons les mystères des lames noires sans rompre le voile. Si la mer a ses abysses, l'escrime a les siens. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo théorie. Si vous aimez One Piece et mon contenu, likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche et de laisser un petit commentaire. N'hésitez également pas à faire un tour sur mes comptes TikTok, Instagram et Twitter, car c'est gratuit et ça fait plaisir. Avant de commencer, je voulais aussi clarifier que au vu du sujet épineux qu'est celui des épéistes dans la communauté, j'ai bien fait attention à mes sources qui sont toutes officielles et directement traduites depuis le japonais. Que ce soit la version officielle du manga paru en tome, les SBS, ou le site officiel de One Piece Japon. Allez, merci à vous, et bonne vidéo. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un épéiste ou un sabreur dans le monde réel? À la base, c'est une personne qui se bat au sabre ou à l'épée. Certes, mais réduire cela à se taper dessus comme un bourrin trahirait l'essence de ces pratiques. Elles sont l'héritage de siècles de culture, de codes et de savoir-faire, où la maîtrise du geste, la stratégie et l'éthique comptent autant que la force. De l'escrime occidentale codifiée et sportive, au kenjutsu japonais art des écoles guerrières, en passant par le silat d'Asie du Sud-Est, d'innombrables disciplines se sont forgées autour de ces armes et continuent d'évoluer. Le sabre n'est pas qu'un outil de frappe, mais un vecteur de discipline, de précision et de transmission. Dans One Piece, Oda n'enferme jamais ses personnages dans une école rigide. Il puise librement dans divers arts du sabre pour densifier le combat et la symbolique. On reconnaît des accents de kenjutsu dans la structure des échanges, avec des coupes nettes et une posture tranchante. Comme quand Zoro attaque avec son Shishi Sonson ou Mio qui coupe le navire de Don Krieg. Le kendo, avec son éthique du duel, le respect, la détermination et la retenue,
sont tout aussi visibles dans One Piece, par exemple lors de l'affrontement de Zoro contre Mihawk, de son combat contre Ryuma, ou à travers Tashigi, décidé à gagner en force sans tuer inutilement. L'escrime occidentale, elle, se lie dans la verticalité du port, l'esthétique du geste et la finesse des lignes comme chez Cavendish, Brook et là encore Mihawk. Et parce que l'univers reste celui d'un mangaka créateur avant tout, Oda invente aussi ses propres formes, à l'image du Santo Ryu, le style à 3 sabres de Zoro, ou le Oden Nito Ryu de Oden. Dans One Piece, un sabreur est avant tout un combattant dont l'arme de prédilection est l'épée, et qu'il est explicitement identifié comme tel dans les supports officiels. Ce statut s'appuie sur 3 axes: l'usage central de la lame, la reconnaissance formelle par des titres ou des duels, et parfois l'appartenance à une école d'escrime. Les descriptions emploient ainsi épéiste ou sabreur pour des figures comme Zoro ou Mihawk, certains revendiquant un style déclaré, à l'image de Kinemon et du Kitsunebi Ryu, un art qui fait jaillir et coupe les flammes. La hiérarchie passe aussi par des distinctions propres à l'escrime. Mihawk détient le titre de sabreur le plus fort du monde et manie le Kokuto Yoru, une lame noire classifiée parmi les 12 Saijo Owasamono. D'autres personnages renforcent cette définition. Zoro est décrit comme le sabreur de l'équipage de Luffy, en quête du titre de sabreur le plus fort du monde. Fujitora est présenté comme un sabreur aveugle, maniant avec une précision implacable une canne épée qui dément son handicap, tandis que Vista, qualifié de grand sabreur, manie 2 lames avec une élégance et une maîtrise suffisamment remarquables pour être reconnu par Mihawk lui-même. Enfin, au plus haut niveau, ces épéistes portent leur art au-dessus de la simple technique, ils savent renforcer leur arme et pour les plus accomplis, la sublimer jusqu'à la transformer en lame noire. Aboutissement rare et emblématique d'une maîtrise ultime comme l'a démontré Ryuma. En revanche, il faut distinguer ce qui n'est pas un sabreur. Manier une épée ne suffit pas si les sources officielles ne qualifient pas le personnage d'épéiste et si son style principal repose ailleurs. Par exemple sur un fruit du démon ou une autre arme. Ainsi, King est défini avant tout par son Zoan antique et son statut au sein de l'équipage de Kaido, mais il n'est pas défini comme épéiste. Lors de son combat contre Zoro, il se sert d'une lame dentelée pour le désarmer et frapper au poing avant de dire « Les écoles ou les formes sont-elles nécessaires au combat ?» confirmant qu'il ne suit aucun style à l'épée. Ce à quoi Zoro lui rétorque mot pour mot « On ne peut pas te qualifier de sabreur ». Cet exemple montre bien que l'usage d'une lame n'implique pas forcément l'étiquette de sabreur. Chez Law, ce qui est mis en avant c'est l'opéopénomie et l'épithète de chirurgien de la mort et n'est jamais identifié comme épéiste. Chez Big Mom, ce qui est mis en avant c'est le Solu Solunomi et son statut d'impératrice. Et elle aussi n'est pas reconnue comme épéiste, même si elle manie son homise Napoléon, car elle s'appuie également sur Héra, Zeus et Prométhée. De même, Franky, une fois dans le général Franky, peut brandir ponctuellement un sabre géant sans que personne ne le considère pour autant comme un épéiste, car les sources officielles soulignent avant tout son rôle de cyborg doté d'un arsenal de mecha. En somme, on comprend que ce n'est pas parce qu'un personnage possède un sabre que ça fait forcément de lui un sabreur. Abordons maintenant le rôle du haki dans l'escrime. Dans l'univers de One Piece, un sabreur peut s'en passer à ses débuts, mais le maîtriser devient indispensable pour exceller. Le haki de l'armement renforce à la fois le corps et les armes en une armure invisible. Il accroît la puissance de coupe, durcit les surfaces et permet de toucher les logias même sans exploiter leur faiblesse naturelle. Appliqué à la lame, il devient crucial pour les sabreurs, car l'imprégnation du sabre démultiplie la force destructrice. La première fois que One Piece esquisse clairement ce lien entre haki et escrime, c'est lors du combat de Zoro contre Mr. One. Dans un bref flashback, Kyoshiro lui enseigne qu'il existe des épéistes capables de ne rien trancher, comme de tout trancher avec la même lame. Un principe de maîtrise que Zoro concrétise dans la foulée, en ressentant le souffle des choses qui l'entourent et en transmettant sa volonté à son sabre, ce que la série nommera par la suite le haki. Les paroles de Kyoshiro, figure de l'art du sabre, ancrent ainsi l'importance de cette force dans le maniement de l'épée. Yogoro rend ce lien explicite au chapitre 939 en disant « Ici, à Wano, il y a aussi le pouvoir de faire passer le haki par le corps et d'en envelopper la lame. À bon sabre, quand on veut couper, coupe même le fer, mais quand on ne veut pas couper, il ne coupe pas même le papier. Cela dépend seul du cœur du sabreur. » Il rappelle ensuite sa réputation d'ancien épéiste et démontre à Luffy une forme avancée du haki de l'armement. L'ellipse renforce cette trajectoire. Oda disperse les Mugiwara pour que chacun progresse dans son domaine. Et Zoro, formé par Mihawk, doit apprendre à infuser correctement ses lames avant de pouvoir reprendre l'alcool. Preuve que la maîtrise du haki, indispensable à l'entrée dans le nouveau monde, est surtout un levier pour hausser son rang d'épéiste. Plus tard, il tranche le corps durci de Pika précisément grâce au haki infusé dans ses sabres. À un niveau supérieur encore, certaines lames deviennent noires de manière permanente, comme le Kokuto Yoru ou Shusui, un sommet que nous aborderons juste après.
Le haki de l'observation agit comme un véritable sixième sens, capable d'anticiper mouvement et présence. C'est lui qui permet de percevoir le souffle de toute chose évoqué par Zoro lors de son combat contre Mr. One. Pour un bretteur, cette forme de haki n'est pas présentée comme le cœur de l'escrime, non pas parce qu'elle est secondaire, mais parce qu'elle est tout aussi essentielle à tout combattant qu'il manie une épée ou non. Enfin, le haki des rois, rare et réservé à quelques élus, n'est pas nécessaire pour être sabreur. Il distingue toutefois les bretteurs d'exception, tout comme il distingue plus largement pirates et marines d'exception. Parmi ces élus, seule une poignée sait l'infuser dans leur arme pour décupler la puissance de leurs attaques. On l'a vu lorsque Shanks, en croisant le sabre avec Barbe Blanche, a fendu le ciel d'un choc de haki, tout comme Roger face à Barbe Blanche ou Kaido face à Big Mom puis à Luffy. De même, Zoro blesse Kaido grâce à une technique d'escrime imprégnée à son insu de haki des rois, comme Kaido le laisse entendre. En somme, le haki n'est pas requis pour qu'un personnage soit défini comme sabreur. En revanche, il devient déterminant pour atteindre l'excellence en escrime, comme dans toute autre discipline. On compte d'éminents épéistes dépourvus de haki des rois, comme Vista ou Mihawk qui, d'après sa vive card, ne possède que celui de l'armement et de l'observation. Mais après, il est évident que ce dernier sera amené à le posséder, comme son rôle dans l'histoire le suggère. Abordons désormais le volet suivant dans une théorie, qui nous plonge au cœur du mystère entourant l'acquisition d'une lame noire. Aujourd'hui, nous savons que la formation d'une lame noire est question d'un processus façonné par de nombreuses batailles endurées à l'épée, comme Gyukimaru le révèle à Zoro au chapitre 937. Ensuite, on sait que le haki de l'armement, tel une clé mystique, joue un rôle essentiel dans l'éveil d'une lame noire, comme le suggèrent subtilement Mihawk et Hyogoro dans les chapitres 779 et 939. De plus, la teinte noire qui enveloppe un sabre lorsque son utilisateur le revêt de haki de l'armement montre plastiquement que le haki a un rôle important dans la formation d'une lame noire. Mais d'autres contenus informatifs, comme le Road to Loftel, ont laissé entendre qu'il y a plus que la maîtrise du haki. Le plus gros indice que nous ayons sur ce mystère sont les mots de Kozaburo au chapitre 1033, qui dit que chaque sabre est comme une personne à part entière avec un caractère unique. Cela semble impliquer que les sabres ont une volonté propre, ce qui est remarquablement similaire à l'idée que les fruits du démon de type Zoan possèdent également leur propre volonté. Et cette similitude se reflète peut-être aussi dans l'idée que les épées, et certains fruits du démon, choisissent effectivement leur maître. Si nous suivons cette ligne de pensée, il semble que Kozaburo nous ait déjà révélé le secret des lames noires. Une épée a sa propre personnalité, et c'est à l'épée de la maîtriser et de la plier à sa propre volonté. Le secret pour obtenir une lame noire, au-delà de la maîtrise du haki, est qu'il serait possible d'atteindre un état d'éveil comme celui des fruits du démon. Les lames noires seraient l'équivalent pour l'épéiste de l'état d'éveil d'un fruit du démon. Ainsi, le secret serait un état de synchronisation entre la volonté de l'épée et la volonté de l'utilisateur. Tout comme c'est le cas pour l'éveil des Zoan comme Kaido nous l'apprend au chapitre 1046. Et cela expliquerait pourquoi les plus grands noms du monde de One Piece comme Roger, Xebec ou Shanks ne possèdent pas de lame noire malgré leur maîtrise exceptionnelle du haki, parmi les plus puissantes de l'œuvre. La raison en serait simple, la lame noire représenterait l'accomplissement ultime d'un sabreur pur. Ce ne serait pas seulement une question de puissance ou de haki, mais d'un engagement total dans l'art de l'épée. Mihawk et Ryuma ne se battent qu'à l'épée, et uniquement selon les codes de l'escrime. Leur style repose intégralement sur la maîtrise du sabre, sans artifice ni combinaison avec d'autres armes ou pouvoirs. Et c'est cette pureté dans l'approche martiale qui leur permettrait d'atteindre le sommet de l'art du sabre jusqu'à forger une lame noire. A l'inverse, Xebec utilise certains sabres, mais aussi un pistolet, mêlant plusieurs styles de combat. Quant à Roger et Shanks, leur épée ne semble être qu'un vecteur pour canaliser leur haki, qui constitue leur véritable force. Leur style de combat repose avant tout sur une domination par le haki, l'épée n'étant qu'un prolongement, un support, et non le cœur de leur art martial. Dans les SBS du tome 87, un fan demande à Oda quel est le nom de l'épée de Shanks le Roux. L'auteur répond « Oui, il me semblerait qu'elle s'appelle Griffon. Shanks est là depuis le tout premier chapitre, mais on ne sait toujours pas comment il se bat. Hein ?» Cette remarque, apparemment anodine, est en réalité très révélatrice. Oda ne se contente pas de donner le nom de l'arme, mais il insiste sur le fait que le style de combat de Shanks reste flou, malgré sa présence depuis les tout débuts de l'œuvre. Pourquoi cette précision, alors que la question ne portait que sur le nom de l'épée? Tout simplement parce que Shanks n'est pas un sabreur pur. Il manie une épée, mais ne se définit pas par l'escrime. Pour lui, l'épée est un support, un vecteur pour canaliser et exprimer son haki qui constitue sa véritable force. Contrairement à Mihawk ou Ryuma, qui incarnent une dévotion totale à l'art du sabre, Shanks incarne la puissance brute du haki, indépendamment d'un style de combat formel. Ainsi, la réponse d'Oda laisse entendre que l'épée de Shanks, bien qu'importante, n'est pas le cœur de son identité martiale, ce qui pourrait expliquer pourquoi il ne possède pas et ne possédera jamais une lame noire.
Être sabreur dans One Piece ne tient ni à l'arme seule, ni à la force brute. C'est un statut ancré dans un art, reconnu par les titres, les duels et souvent un style assumé. Le haki n'est pas requis pour en être, mais l'armement et l'observation deviennent indispensables pour atteindre l'excellence, tandis que le haki des rois est un marqueur d'exception. Quant aux lames noires, leur secret ne se réduirait pas à la puissance du haki, il résiderait dans une synchronisation entre la volonté du sabre et celle de l'épéiste, l'aboutissement d'une pratique de l'escrime pure. D'où le contraste entre Mihawk ou Ryuma, entièrement dévoué à l'épée, et des monstres de haki comme Roger ou Shanks, pour qui la lame demeure surtout un vecteur. Au final, One Piece distingue clairement manier une épée et être sabreur. L'excellence, elle, naît de la maîtrise, de l'éthique et de la cohérence d'un chemin martial. C'est là que se joue la possibilité de sublimer l'arme et peut-être de la noircir. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo qui m'a demandé beaucoup de travail, alors merci d'être resté jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu, likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche et de laisser un petit commentaire. N'hésitez également pas à faire un tour sur mes comptes TikTok, Instagram et Twitter, car c'est gratuit, ça fait plaisir et ça m'aide à grandir. Merci à tous ceux qui le feront, et salut!